Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme à l'accoutumée, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission éducative dénommée Le Temps de Philosopher. Alors, pour ce 13e numéro de votre émission Le Temps de Philosopher, nous allons tenter de poursuivre notre réflexion axée sur le domaine 2, communément appelé la vie sociale, si vous voulez l'anthropophilosophie. Mais cette fois-ci, nous allons essayer d'étudier deux concepts, deux notions qui sont fondamentales dans le domaine 2, à savoir nature et culture. Dans la perspective de comprendre l'homme, la philosophie s'est intéressée à une réflexion intrinsèque et inhérente. Elle veut connaître l'homme de l'interne comme à l'externe. Cette science s'appelle communément l'anthropologie. Après longues investigations, il s'est trouvé que l'homme serait composé de deux concepts, à savoir le caractère interne, communément appelé la nature, et le caractère externe, communément appelé la culture. Alors, que renferment ces deux notions? Y a-t-il une complémentarité entre nature et culture, ou bien y a-t-il une différence entre la nature et culture? Voilà quelques réflexions que nous allons tenter de répondre durant cette émission, durant ce 13e numéro de votre émission éducative dénommée Le Temps de Philosopher. De prime abord, il faut comprendre que les notions de nature et de culture sont ambivalentes, elles sont polysémiques, c'est-à-dire elles renferment plusieurs définitions. Prenons l'exemple de la notion de nature. Qu'est-ce que la nature? D'abord, il faut comprendre qu'il y a plusieurs définitions de la nature, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais trois définitions de la nature nous semblent être décisives, nous semblent être importantes pour essayer de comprendre, pour essayer de cerner la nature humaine. La première acception que nous pouvons assigner au mot nature est la suivante. Dans un premier temps, la nature peut signifier l'environnement physique que l'homme a trouvé au monde à sa naissance et qui n'est pas son intervention. Elle renvoie à la fleur, au fleuve, au cours d'eau, à la mer, à l'air, au feu, à l'eau, tel que l'homme les a trouvés au monde à sa naissance et qui n'est pas son intervention. Cette perception de la nature peut être qualifiée de la nature hors de nous. Pourquoi je dis que c'est la nature hors de nous? Parce que cette nature, elle n'a pas été inventée, elle n'a pas été travaillée, c'est-à-dire elle n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est pourquoi on parle de nature hors de nous ou bien nature extérieure. Première tentative de définition de la nature. Deuxième tentative de définition de la nature peut signifier l'ensemble des données biologiques, génétiques et organiques que l'homme apporte au monde à sa naissance. Cette conception de la nature peut être appelée la nature en nous, donc, ou bien la nature intérieure. Parce que l'homme, à sa naissance, il a apporté ce qu'on appelle des données biologiques, génétiques qu'il a héritées de ses parents. C'est pourquoi on parle de nature en nous ou bien la nature intérieure. Troisième définition de la nature. Par l'expression nature humaine, il faut entendre ce que l'homme a en propre. Ce qui fait la quintessence, la substance, si vous voulez, ce qui fait la grandeur et la particularité de l'homme. Donc, par l'expression nature humaine, il faut entendre ici la raison. Voilà trois définitions de la nature. Maintenant, qu'est-ce que la culture? Dans un premier temps, on pourrait définir la culture comme tout ce que l'homme ajoute à la nature. Parce que l'homme, à la différence de l'animal, qui se contente de ce que la nature lui donne, à la différence de l'animal, dont la vie est routinière, stéréotypée, répétitive, l'homme, quant à lui, étant un être intelligent, étant un être conscient, a la capacité de transformer la nature pour avoir une culture. Par conséquent, on peut dire que la culture, c'est la transformation intelligente de la nature. Or, qui dit culture, dit création des outils. Qui dit culture, dit technique. Qui dit culture, dit l'ensemble des choses que l'homme a apportées à la nature, sur la nature de manière intelligente. De ce point de vue, on peut dire que la culture permet à l'homme d'agir, d'exploiter sur la nature. Mais il faudra également préciser que l'homme étant un être intelligent, certes, il ne peut pas transformer la nature avec ses mains. Naturellement, avant d'agir sur la nature, avant d'exploiter la nature, l'homme a besoin de créer d'abord au préalable des outils. En créant des outils, l'homme utilise ces outils pour accéder, en tout cas pour agir, pour transformer la nature. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous pouvons comprendre Henri Louis Bergson lorsqu'il définit l'homme comme un homo faber. Il est un homo faber parce que l'homme est le seul être, la seule créature qui soit capable de créer des outils pour transformer la nature. Il est un homo faber parce que l'homme est un fabricant d'outils. Donc de ce point de vue, on comprend que l'acte par lequel l'homme agit sur la nature pour transformer la nature, c'est ce qu'on appelle le travail. Dès lors, on comprend que le travail est une forme, si vous voulez, une manifestation culturelle. Deuxième définition de la culture. Culture pourrait signifier ici, ou bien la culture pourrait être synonyme de civilisation. Autrement dit, on peut dire que la culture est le propre de l'homme. En d'autres termes, l'homme est le seul être qui soit capable d'avoir une culture. Autrement dit, l'homme est porteur de culture.
Donc dans ce sens, on comprend que c'est la culture qui distingue l'homme de l'animal. Pourquoi je dis que c'est la culture qui distingue l'homme de l'animal? Parce que l'animal n'est pas capable de transformer la nature de manière intelligente. Or, la culture, c'est la transformation intelligente de la nature. Dans cette perspective, on comprend que le travail et le langage sont des manifestations culturelles qui permettent à l'homme de se distinguer de l'animal. Dès lors, on comprend que la culture, non seulement elle permet à l'homme elle différencie l'homme des autres créatures, mais également la culture permet à l'homme d'avoir une socialisation, une éducation et une formation au sein de la nature. C'est dans cette perspective d'ailleurs que nous pouvons dire que l'homme est un homo, l'homme est un être bioculturel. Il est un être bioculturel parce qu'il est le seul être qui soit capable d'avoir une nature et une culture. S'il en est ainsi, on peut en déduire que l'homme égale nature plus culture, animal égale nature moins culture. Pourquoi la culture est privée à l'animal? Parce que la culture, comme je viens de le dire, c'est la transformation intelligente de la nature. Alors que l'homme, étant un être conscient, étant un être multidimensionnel, il est porteur d'une nature et d'une culture. Dans ce sens, on peut dire que l'homme est le seul être qui soit capable d'avoir une culture. Mais également, il faudra préciser que c'est la culture, certes, qui permet à l'homme de se distinguer des autres créatures. C'est la culture qui permet à l'homme d'agir sur la nature. Mais également, c'est la culture qui permet à l'homme d'avoir une autonomie au sein de la nature. En effet, si l'homme parvient à maîtriser la nature, comme l'aurait affirmé René Descartes, grâce à l'utilisation de la raison, l'homme parvient à être maître et possesseur de la nature. Si l'homme parvient à maîtriser la nature, c'est parce qu'il est un être intelligent. Si l'homme parvient à maîtriser la nature, c'est parce qu'au départ, il a créé ce qu'on appelle des outils. S'il en est ainsi, on peut en déduire que l'homme n'est pas seulement ce que la nature a fait de lui, mais il est aussi et surtout ce qu'il se fait. Quand je dis que l'homme est un être qui fait, l'homme n'est pas seulement ce qu'on fait de lui, mais il est aussi et surtout ce qu'il se fait, cela laisse entendre que l'homme refuse le donné naturel pour apporter quelque chose dans la nature. Voilà pourquoi on a coutume de dire que l'homme est un être intelligent, l'homme est un être rebelle, l'homme est un être réfractaire. Pourquoi? Parce qu'il refuse le donné naturel. Mais d'autre part également, il faudra mentionner que l'homme n'est pas seulement un être culturel, parce que l'homme est aussi un être naturel. Autrement dit, il y a des choses que l'homme partage avec les animaux. Le fait de manger, boire, dormir, et ainsi de suite, nous permet de dire que l'homme parfois agit comme un être naturel. Parce que lorsque nous regardons le comportement de l'homme, il y a une part qui relève du naturel et une autre part qui relève du culturel. C'est pour dire que l'homme n'est pas seulement un être culturel, mais également l'homme est un être culturel. L'homme n'est pas seulement un être naturel, excusez-moi, mais également il est un être culturel. C'est dans cette perspective d'ailleurs que nous pouvons comprendre Edgar Morin lorsqu'il définit l'homme comme un être bioculturel. L'homme est un être bioculturel parce qu'il est porteur d'une nature et d'une culture. Donc dans ce sens, on peut en déduire que même si la problématique centrale sur l'homme, même si définir l'homme semble être problématique, semble être indéfinissable, il faudra préciser que les notions de nature et de culture nous permettent de cerner, de comprendre la réalité humaine. Voilà en somme quelques grands axes, en tout cas quelques réflexions que j'ai essayé de partager avec vous, à savoir à étudier les rapports entre la nature et la culture. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro dans votre émission éducative, Le Temps de philosopher.